Bonjour, bienvenue à tous sur Facebook pour cette émission exceptionnelle que j'ai le plaisir de vous présenter, La Grande Palabre, avec mes invités. On va démarrer tout de suite, on va trancher dans le vif. L'Afrique noire est mal partie. Votre titre est trop brutal, vous allez vexer nos amis africains, vous les savez si susceptibles, et surtout, vous allez, en critiquant les jeunes États et leurs cadres, donner raison aux colonialistes classiques. On vous l'avait dit, ils n'étaient pas prêts. Et bien, c'est avec cette phrase qu'en 1962, l'agronome français René Dumont ouvre son ouvrage qui allait faire l'effet d'une bombe. Au lendemain des indépendances, il règne une euphorie africaine généralisée. Nombreux sont ceux qui président au continent, qui prédisent au continent un avenir glorieux et prospère, car libre et indépendant. 56 ans plus tard, nous avons décidé de nous interroger sur le continent. L'Afrique décolonisée est-elle plus heureuse, plus prospère, moins pauvre? Quels sont les freins au développement? Sont-ils économiques, politiques, culturels, sociétals, cultuels ou intrinsèques à la nature de l'homme africain? N'est-il pas prêt, cet homme africain, à se développer? Oui, toutes les questions seront abordées. Bienvenue à tous dans votre émission. On va tenter de s'interroger sur les nombreuses questions qui nous agitent. La Grande Palabre. Je remercie les invités qui ont accepté de partager cette émission avec moi. Nous avons Kako Nubukpo. Vous êtes économiste, chercheur au CIRAD. Le CIRAD, c'est le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. Vous êtes à Paris. Vous êtes ancien directeur à la francophonie et au numérique au sein de l'OIF. Vous nous raconterez d'ailleurs dans quelles circonstances vous avez quitté votre poste. Je précise aussi que vous avez été ministre auprès de la République togolaise, c'est important, chargé de la prospective et de l'évaluation politique des politiques publiques entre 2013 et 2015. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages et vous avez co-dirigé la publication d'un ouvrage dont nous allons parler lors de cette émission qui s'appelle « Sortir l'Afrique de la servitude monétaire, à qui profite le franc CFA ». Bonjour. Bonjour. Alors, nous avons un autre invité. Alors, Elhadj Gassama, qui s'appelle simplement Elgas, appelez-le Elgas, écrivain, chercheur, journaliste, doctorant à l'université de Caen, qui, si je ne m'abuse, dont la thèse est déjà déposée, n'est-ce pas ? Diplômé de communication, de sciences politiques, ses recherches portent essentiellement sur le don en Afrique. Plus précisément, sa thèse se concentre sur les ressorts de la solidarité entre les immigrés sénégalais et leur pays, en explorant les transferts d'argent, l'engagement associatif, l'entrepreneuriat, les intentions de retour. Ses travaux examinent la symbolique des liens au prisme de la dette, les espaces de négociation et d'influence dans la diaspora à travers le don et contre-don. Bonjour Elgas. Bonjour. Et bienvenue dans cette émission. Alors, je suis ravie de vous avoir tous les deux et ravie de recevoir et de voir tous les internautes qu'on invite nombreux à se joindre à nous. Ce débat, c'est une agora, la Grande Palabre, ça sert à ça sert à discuter, à se dire les choses et on espère que vous serez nombreux à nous rejoindre pour discuter de toutes ces questions qui nous agitent et notamment questionner l'état de l'Afrique. Nous allons commencer par explorer plusieurs éléments. Et pour savoir, on va commencer, donc, si vous voulez bien, par vous, Monsieur Nubukpo. Dans quel temps de l'Afrique sommes-nous aujourd'hui? Parce que je rappelle que René Dumont, quand il écrit « L'Afrique noire est mal partie », les jeunes États africains, les intellectuels de l'époque, sont plutôt optimistes. Alors lui, il sort ça en essayant de freiner un peu les ardeurs des uns et des autres, en disant attention, si vous faites certaines erreurs, vous arriverez immanquablement à des catastrophes. D'ailleurs, ce qui vaut à René Dumont aujourd'hui une stature un peu de prophète, parce qu'effectivement, 56 ans plus tard, les choses se sont pas mal réalisées. Vous, quelle est votre lecture du temps de l'Afrique aujourd'hui? On en est où en fait? Oui, il y a une tripartition qui voudrait que nous soyons actuellement dans ce qu'on appelle le temps du pragmatisme. Donc, comme vous l'avez dit, on a eu le temps du volontarisme, et donc c'est par rapport à ce temps que René Dumont attirait l'attention sur cette euphorie qu'il trouvait débridée. Absolument. Avec d'ailleurs des inégalités dont on pourra reparler, puisque
vraiment la question paysanne était au cœur du travail de René Dumont. Ensuite, on a eu le temps dit de la gestion, donc avec les programmes d'ajustement structurel qui sont arrivés au début des années 80, justement pour essayer de contrecarrer l'endettement qui était devenu insoutenable et qui était finalement l'illustration parfaite de l'euphorie des années 60-70. Et aujourd'hui, disons depuis la crise des subprimes en 2008, on pense qu'on est arrivé dans une ère post-ajustement structurel. Et on est dans ce qu'on appelle le temps du pragmatisme. Donc pour dire les choses autrement, le temps du volontarisme, c'était le tout État. Le temps de la gestion, ce fut le tout marché. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on peut appeler une conjonction État-marché. Parce que le marché n'a pas tenu toutes les attentes et l'État revient avec les leçons apprises des erreurs des années 60-70. Et aujourd'hui, on parle plutôt du temps du pragmatisme. Mais une fois qu'on a dit ça, il reste à déconstruire les ressorts de ce pragmatisme. Oui, absolument. Alors, Elgas, vous dites dans un article que vous avez écrit récemment, l'Africa Rising compense la négrologie. Donc, la marque Afrique devient l'avatar capitaliste du moment, serti de lanières en wax. Alors, j'adore cette image et on sait que vous êtes friand de belles images, mais qu'est-ce que vous entendez par là exactement? Non, moi je m'inscris dans la présentation assez détaillée qu'a fait Kako. Le temps de l'Afrique n'existe pas, par définition. Le temps de l'Afrique ne peut exister que s'il est éternel. Parce que dire le temps de l'Afrique, c'est comme si faire de l'Afrique une entité particulière qui aurait un temps, qui la sortirait de l'histoire. Et tous les schémas coloniaux utilisaient ce temps-là d'ailleurs, et ce ton-là. Et donc, la question de la terminologie est très très importante. Donc, le temps de l'Afrique, c'est quelque chose qui constitue une trame narrative. Et la trame narrative, elle n'est adossée à aucun fait tangible. C'est pourquoi on est dans ce conflit éternel entre ce que les gens vivent et ce que les gens disent dans les médias, entre le narré et le vécu, entre ce que les gens voudraient faire et ce que les gens souhaiterait en termes d'intention projetée sur l'Afrique. Donc c'est très très important de déconstruire, il me semble, la question de la terminologie. Ceci dit, il faut juste observer aujourd'hui qu'il y a globalement ce qu'on a appelé l'afro-optimisme 2.0. Oui. Et vous avez très bien fait de commencer par René Dumont, parce que René Dumont, quand il écrit son livre, en 1962, les indépendances ont 2 ans pour la majeure partie des États africains. Il y a un engouement, un enthousiasme, une euphorie générale qui se mesure par cette forme de projection en disant, voilà un continent vierge, jeune, dynamique, qui vient de lutter pour avoir son indépendance et qui fatalement va être inscrite dans les chemins de la prospérité. Voici la vulgate de l'époque. Et lui, il fait tâche. Quand il sort son livre, mais à chaque fois, il est condamné parce que très souvent, on assimile le messager au message. Voilà, quand le message est mauvais, on a tendance à incriminer le messager. Et comme vous l'avez dit, la prophétie, malheureusement, elle n'est pas belle, mais en tout cas, elle se vérifie. Maintenant, si on se projette maintenant actuellement, ce qu'on découvre, c'est que il y a dans beaucoup de médias, une image très très positive. C'est pourquoi j'ai utilisé l'Africa Rising. L'Africa Rising naît du journal The Economist. The Economist en 2000, c'est-à-dire il y a 18 ans, en 2000, ils font un numéro sur l'Afrique qu'ils appellent The Hopeless Continent, le continent sans espoir, le continent à la dérive. Et la photo qui illustre ce numéro, c'est la photo avec en fond le continent africain et sa carte, avec un Africain que l'on devine avec un lance-roquette. Ça rappelle quelque chose. Vous avez parlé de la négrologie en citant mon extrait. C'était aussi l'image qu'on voit dans la couverture de Stephen Smith, Négrologie. Donc voilà. Et le même journal, en 2011, fait une autre une sur l'Afrique. Et c'est The Rising Continent, Africa Rising.
Donc, grosso modo, en 10 ans, on change du tout au tout. Et pour donner un autre exemple, et j'en terminerai là sur cette question-là, le conseiller de Bill Clinton, qu'est-ce qu'il dit de l'Afrique? Bon, on pourrait raser l'Afrique de la surface du globe, personne n'en ressentirait les effets. Absolument. Et aujourd'hui, dans les médias africains, dans les médias français, dans les dépendances africaines des médias français, il y a ce discours-là qui est tenu, qui explique que l'Afrique sera le continent de demain parce qu'il y a la jeunesse, parce qu'il y a la démographie et tout le reste. La narration sur l'Afrique, elle est optimiste. Elle est optimiste tout simplement parce qu'elle essaie, par un excès de bons sentiments et de vertu, de corriger un déficit qui a existé avec l'afro-optimisme. Et dans les deux cas, pessimiste, optimiste, on est dans le sentiment, on n'est pas dans les faits. Et donc l'enjeu, c'est de pouvoir dépasser les terminologies des temps de l'Afrique qui n'ont aucune forme de consistance en sciences sociales. D'accord. Alors on va remercier les internautes déjà qui nous arrivent et qui sont nombreux, depuis le Maroc, le Pérou, la Corée du Sud, depuis la Sicile et la Côte d'Ivoire. On est ravis qu'ils soient aussi nombreux. Nous avons un Modibo Doumbia. L'Afrique peut-elle être indépendante économiquement, en fait? C'est ça la question qu'elle pose. Ça nous permet d'aller plus loin sur cette question économique, finalement. Est-ce que c'est possible, simplement? Ce qui caractérise l'économie, c'est la production, ce sont les échanges. Et donc, parler d'indépendance en soi, c'est un peu court. Ça rejoint la question des indépendances politiques, finalement. Est-ce qu'il y a, après les indépendances politiques dont on a parlé des années 60, est-ce que finalement, il y a eu, adossé à cette indépendance politique, une véritable indépendance économique? Non. Ce qu'on a observé, c'est que, et René Dumont le dit très bien dès l'Afrique noire est mal partie, il dit... voilà un continent qui a beaucoup de matières premières, mais qui ne transforme pas sur place ces matières premières. Et c'est vrai qu'un demi-siècle après, on est toujours dans cette insertion primaire au sein du commerce international. Et comment on explique ça? Comment on explique qu'il n'y a pas eu cette transformation C'est là où il faut penser la dépendance sans être forcément dépendantiste. C'est-à-dire, vous savez, au moment des indépendances et un peu avant, vous aviez des écoles qui montraient que la place assignée à l'Afrique dans l'économie monde, c'était celle de fournisseurs de matières premières. Donc, c'est un peu la périphérie versus le centre. Bon. Et ce qu'on a observé, et moi j'ai beaucoup travaillé sur le coton, et c'est net sur le coton, c'est que quand vous êtes dans une forme de paresse, c'est plus facile d'exporter la matière première, de récupérer les devises et d'importer ce que vous consommez grâce à ces devises. Et donc, comme vous avez une classe que moi j'appelle prédatrice, souvent urbaine, que remet d'ailleurs en cause René Dumont. Absolument, qui met l'accent sur l'agriculture voilà, et la paysannerie. Qui est dans cette forme d'extraversion, vous vous rendez compte qu'effectivement, il n'y a pas d'incitation à changer de modèle. Oui. Et je sais qu'en fin d'émission, on parlera de la démographie, mais ça va être des éléments qui vont permettre justement de contester la pérennité de ce système. D'accord. Oui. D'accord. Alors, des moyens, des idées pour aboutir à une indépendance économique? Oui, après, il ne faut pas éviter à faire un inventaire plus global des indépendances, voir ce qui n'a pas marché, parce que avant d'exiger d'avoir un surplus d'indépendance, il faut déjà questionner ce qu'on a fait de l'indépendance. Voilà. Donc, il faut prendre chaque temporalité avec la prudence qu'il faut, avec le temps de rigueur nécessaire qu'il faut lui appliquer. Et si je m'en remets aux catégories qu'établit Régis Debray sur les 3 temps qui ont fondé un peu l'histoire et le rapport aux politiques, à l'économie et tout le reste, il y a eu 3 mythes. Le premier mythe, il considérait grosso modo que la religion allait sauver le monde. Bon, on a vu ce que ça a donné.
Le deuxième mythe, il a pensé que la politique allait sauver le monde. On a vu aussi ce que ça va donner. Et le troisième mythe, dans lequel on est actuellement, c'est que le mythe économique va sauver le monde. Et c'est dans cette vulgate que s'inscrit la mondialisation. Et essayer de demander à des États qui ont des multinationales, qui emploient des gens qui sont des parts très très importantes dans leur économie, dans leur PIB, d'être tout à fait indépendants alors qu'ils n'ont pas de prérogatives. Et parfois même qu'ils sont en train de solliciter l'appui et qu'ils sont bénéficiaires de l'aide publique au développement. À partir de ce moment-là, le schéma des indépendances économiques, c'est quelque chose de l'ordre du rêve et de la projection. Parce que les États, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas pour l'instant, à cause de leur faiblesse institutionnelle, à cause du déficit dans la mobilisation des recettes fiscales, à cause du manque de création de potentiel économique qui crée de la trésorerie, les États africains, pour beaucoup d'entre eux, sont dépendants actuellement. Même quand on se projette en regardant l'OUA, je veux dire maintenant l'UA. Oui. L'UA ne produit pas les ressources de son fonctionnement. Oui. Donc voilà. Oui. Donc il faut essayer d'avoir un diagnostic assez évident et ne pas dire juste aux Africains, dormez tranquille en quelque sorte, nous sommes en train de tout faire que vous soyez indépendants. L'indépendance, ça se conquiert. Oui. Absolument. Et on ne met pas en place actuellement, ni dans l'ingénierie politique, ni dans son pendant intellectuel, quelque chose qui puisse aller arracher cette véritable indépendance-là. Nous sommes dans un entre-deux assez incommode pour l'instant parce que la parole politique, elle est discréditée. Elle n'a pas encore la passerelle nécessaire avec la parole intellectuelle pour pouvoir puiser dans ce qu'elle donne en termes de concepts, tout le reste. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui dans une cacophonie générale. Et c'est essayer de trouver dans cette cacophonie un semblant d'ordre qui me paraît être la première des choses à faire. D'accord. Et alors justement, pour parler de toujours sur l'aspect économique et l'indépendance financière, il y a une question finalement, René Dumont, il dit assez clairement que si on prend les mêmes recettes que l'Occident et que du coup, ce qui a, disons, conduit à ce que l'Occident marche pas si bien, notamment les énergies fossiles, vous allez droit dans le mur. Et donc, il plaide pour une utilisation plus raisonnée de l'énergie verte, etc., des énergies alternatives, et notamment, surtout en termes d'agriculture, il prêche un peu pour l'agriculture traditionnelle, etc. Là, j'ai une question de Marc-Antoine Klimchamp qui me demande la révolution verte et le secteur de la transformation a du mal à s'installer en Afrique. Est-ce que c'est le manque de ressources humaines, l'insuffisance de moralité ou un élan national de chaque pays, finalement? Qu'est-ce qui bloque? Il y a un élément qui me paraît important, qui est le conflit de temporalité. C'est-à-dire que vous avez un impératif de croissance inclusive parce que il faut nourrir le peuple tout de suite. Il faut créer de la richesse, il faut nourrir le peuple. Vous avez en même temps l'impératif d'équité et l'impératif de durabilité. Bon. Et donc, nos États se retrouvent un peu à devoir gérer des agendas qui ne sont pas les leurs, parce que ce ne sont pas des agendas endogènes. C'est des éléments qui arrivent comme ça, qui s'imposent sur le plan international. Et là, nos États qui sont récipiendaires de l'aide, avec les conditionnalités qui vont avec, se retrouvent à devoir piloter des agendas qui sont pas les leurs. Et je crois que c'est quelque chose qui me paraît tout à fait fondamental, cette capacité à définir d'abord une vision et à mettre en place les éléments qui vont permettre à la vision de se réaliser. Je crois que c'est quelque chose d'important. D'accord. Et peut-être vous voulez ajouter quelque chose? Oui, j'aimerais juste ajuster une chose dans la continuité de ce que dit Kako. Il y a quelque chose de très très important, c'est-à-dire dire qu'est-ce qui bloque en Afrique. C'est une question immensément vaste. Ah oui, justement. La vasteté de la question, elle est inépuisable. Oui. Donc voilà, on peut essayer de donner quelques hypothèses et encore, elles seront. C'est que il ne faut pas faire l'économie
d'essayer de contourner l'essentialisation qui est très tentante quand on parle de l'Afrique. Il y a 54 États, des nuances de culture. La Guinée-Bissau, c'est pas le Botswana. C'est même pas la L'Afrique Guinée du tout Sud, court. c'est pas le Niger. Les pays ont leur temporalité, ont leur calendrier, comme il le disait très très bien, endogène. Et donc, ce qu'il dit, c'est très très juste, c'est que ce conflit de temporalité que j'ai abordé dans mon article du reste, c'est que le centre d'émission du discours sur l'Afrique, il est extérieur. Il est extérieur. Oui. Et on court même le risque à ce que le centre d'émission du contre-discours soit aussi extérieur. Absolument. Donc voilà, c'est l'aliénation du contre-discours. Et ça, c'est très, très important. Et puis pour revenir sur la question de la dépendance, il y a quelque chose de très, très important. Moi, je travaille sur les transferts d'argent. Les transferts d'argent sont devenus une manne très importante. Voilà, au Sénégal, c'est entre 13 et 15% du PIB. C'est très, très important. Et du coup, toutes les institutions internationales, les banques, les États, convoitent cet argent-là en disant, tiens, est-ce que ça ne va pas pallier le déficit institutionnel, le déficit étatique? Est-ce qu'on n'a pas là une manne financière très, très importante qui pourra être utilisée pour accélérer les processus de développement? Seulement, quand on dématérialise l'argent, ce sont de petites coupures que des gens envoient préférentiellement à leur famille. On est dans des logiques intrafamiliales. Et d'ailleurs, ce qui fonde cette solidarité entre les familles, c'est une forme de dette morale, dette psychologique que je suis en train d'étudier. Et donc cet argent-là, il est difficilement mobilisable comme bloc macroéconomique pour pouvoir susciter des programmes généraux. Donc il faut éviter d'avoir un angélisme des deux côtés. Parce que la dépendance aussi, et j'en termine là, les immigrés, quand ils donnent de l'argent, des fois, le vivent comme une charge négative, hostile. Et d'ailleurs, ils ne veulent pas créer de la dépendance. Quand ils donnent et que ça se substitue à un salaire dans une famille, ça n'incite pas forcément à travailler. Donc, quand on élargit le spectre de la dépendance, on voit que les choses sont beaucoup plus complexes et beaucoup plus variées. Alors justement, restons sur l'argent. On va suivre donc de l'argent, on va aller à la monnaie. On va parler du franc CFA. N'est-ce pas? Souvent pointé du doigt comme le principal problème pour certains, un frein au développement du continent. Le franc CFA a cristallisé et cristallise encore les pires fantasmes et les résistances de certains. Des manifestations d'ailleurs ont émaillé le continent en 2017, des personnes demandant simplement sa mort, son arrêt, l'arrêt du franc CFA, sur sa persistance autant que ça sur sa nature, son évaluation ou sa valeur, les conditions économiques actuelles. Je vous propose de regarder ce sujet que nous avons fait afin de comprendre les grandes lignes de la formation de cette monnaie sur le franc CFA. Créé en 1945 par les accords de Bretton Woods, le franc CFA est aujourd'hui présent dans 14 pays africains, divisés en 2 unions monétaires. Les Comores en font également partie, mais disposent de leur propre franc. 155 millions de personnes en tout utilisent le franc CFA. Mais c'est à des milliers de kilomètres de là, en France, à Chamalières, petite commune du Puy-de-Dôme, que les billets sont fabriqués. Initialement, CFA signifiait Colonie française d'Afrique. L'acronyme est ensuite devenu Coopération financière en Afrique et Communauté financière africaine. Le franc CFA est indexé à l'euro. Concrètement, il a un taux de change fixe avec l'euro et suit donc les variations de la monnaie unique. Plusieurs avantages à cela, une monnaie stable, une inflation faible, une conversion facile dans n'importe quelle autre devise. Grâce à ce lien avec l'euro, le franc CFA est une monnaie plutôt forte, ce qui facilite les importations. En contrepartie, les pays de la zone franc ont l'obligation de déposer 50% de leurs réserves de change au trésor français. A l'inverse, un euro trop fort entraîne une surévaluation du franc CFA et pénalise les exportations. Certains économistes soulèvent également la question de la souveraineté monétaire des pays membres de la zone franc. Alors, c'était le petit point sur le franc CFA. Donc, on est ravis de vous avoir, Monsieur Kako Nubukpo, justement. Vous avez coordonné cet ouvrage, co-dirigé, Sortir l'Afrique de la servitude monétaire. À qui profite le franc CFA aux éditions de La Dispute, que je montre là. Justement, ce sujet est pour vous, le franc CFA. Pourquoi tout le monde veut la mort du franc CFA? Qu'est-ce qui se passe autour du franc CFA, Monsieur Nubukpo? Mais vous savez, Marcel Mauss disait la monnaie est un fait social total. Il disait c'est pas seulement un fait économique, c'est un fait religieux, un fait politique, un fait sociétal. Et je crois que
nous vivons peut-être une forme de réappropriation de notre histoire et de notre actualité monétaire. Ce que je pense, c'est que c'est le dernier avatar de la colonisation française en Afrique, le franc CFA. Et je crois que c'est pour ça qu'il cristallise autant des passions. Les passions, oui, absolument. Nous, nos critiques, bon, elles sont globalement de deux ordres. Il y a des critiques économiques, stricto sensu, pour dire finalement cette monnaie, elle n'engendre pas beaucoup d'échanges, parce que les économies, vu qu'elles sont primaires, elles n'échangent pas énormément entre elles. Et donc, on ne voit pas pourquoi il faudrait la garder. Elle est arrimée à l'euro, ce qui fait que de facto, c'est une monnaie forte, qui est un frein à la compétitivité. Alors, justement, alors sans vouloir vous couper, justement, j'ai quelques questions qui sont d'ordre général pour bien fixer et essayer de comprendre, parce qu'il y a énormément de fantasmes sur cette question du franc CFA et puis d'autres qui me dépassent complètement. Mais donc déjà, vous, pour clarifier votre position, vous ne demandez pas l'arrêt du franc CFA. Moi, je vois que vous demandez un franc plus flexible. Un régime de change plus flexible. Est-ce que vous êtes sur cette position-là, toujours ou... Non, ce serait prendre le problème par le mauvais bout. Le problème, c'est à quoi sert une monnaie. Une monnaie a trois fonctions. Elle est unité de compte, elle est intermédiaire des échanges et elle est réserve de valeur. Bon. En tant qu'unité de compte, la question, c'est pourquoi devrions-nous compter en francs CFA? Les Japonais ne comptent pas en euros. Les Européens ne comptent pas en dollars. Donc, le nom de la monnaie compte. C'est pour ça que nous demandons qu'il y ait un changement de nom. Parce que le registre du symbolique importe. La question des intermédiaires des échanges. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, nous n'échangeons pas entre nous. La part des échanges intracommunautaires en zone franc, elle est inférieure à 15%. Dans la zone euro, c'est 60%. Donc, et ça, c'est dû à la monnaie ou c'est dû à... En tout cas, l'existence de cette monnaie depuis 1945 n'a pas engendré un processus d'accroissement des échanges. Et enfin, nous disons, une monnaie forte pour des économies faibles, c'est une hérésie. Dans le schéma international, tous les États se battent pour avoir des monnaies faibles, pour être compétitifs à l'export. Oui, parce que vous dites que c'est une taxe, en fait. Une monnaie sur forte, les exportations une taxe et sur une les subvention sur les importations. Prenez la balance commerciale de toutes les économies de la zone franc. Elles sont déficitaires. Okay? Et donc, ça veut bien dire que cette monnaie est purement artificielle du point de vue de son fonctionnement. On dit que c'est une monnaie qui n'existe pas, en réalité. Non, je ne dirais pas ça. Je dirais simplement que par rapport au début de notre conversation, où on a bien mis en évidence l'extraversion réelle de nos économies, avec cette monnaie CFA, on voit bien l'extraversion monétaire. Le fait que nos économies fonctionnent comme si elles n'étaient pas au service de nos populations, mais au service des autres. Les grands groupes de la zone euro, les riches africains, qui peuvent s'offrir des appartements à Paris et des gens qui peuvent, de façon tout à fait légale, sortir les richesses du continent africain pour les placer ailleurs. On en parlera justement. Et donc, quand on nous parle de la stabilité qu'offre le CFA, on dit, mais stabilité pour qui? D'où le sous-titre de notre ouvrage, à qui profite le franc CFA? Oui, justement. Alors, on va revenir sur cette question. J'avais eu juste une question pour vous, Elgas, concernant les manifestations qu'on a vues anti-franc CFA comme étant un nouveau lieu où s'est épanouie complètement une sorte de une résurgence du panafricanisme, etc. Quelle est votre lecture de ça, de ces manifestations? Alors oui, sur la question strictement technique, donc il y a un expert sur le plateau, je le laisserai répondre, je serai peu bavard, mais ce qu'il a dit est très très juste. Il a commencé par Mauss, Marcel Mauss, moi c'est un auteur que j'aime particulièrement. D'ailleurs, voilà, c'est un peu la tutelle théorique de ma thèse. Donc voilà, donc expliquer qu'il y a des liens, des interdépendances, des symboliques
et tout le reste, c'est très très important. Et la question de la symbolique, c'est la question la plus importante, je crois, dans le CFA. Vous tendez un micro, vous faites l'expérience, vous tendez un micro à un public sénégalais, ivoirien et tout le reste, vous leur demandez quelles sont les implications techniques du CFA. Il y a de fortes chances qu'ils n'en sachent pas grand-chose. Mais quand on leur dit, est-ce que vous voulez que la Côte d'Ivoire ou le Sénégal ait sa propre monnaie ou que l'UEMOA ait sa propre monnaie indépendante et souveraine, il y a de fortes chances qu'ils répondent oui. Voilà. Donc ça charrie beaucoup de questions et naturellement donc des fantasmes. Et le rejet de la France est très très fort. Faut pouvoir le dire assez clairement. Le rejet de la France en Afrique est très très fort. Donc le franc CFA, les manifestations contre le franc CFA, vous faites une lecture en disant que c'est un rejet de la France. C'est aussi un rejet de la France. Ça s'inscrit dans une dynamique beaucoup plus globale. Alors, l'actualité aujourd'hui au Sénégal, c'est le groupe Auchan. Le groupe Auchan qui suscite des critiques violentes d'une partie de l'opinion sénégalaise. Auchan baisserait les prix, Auchan contrarierait les petits commerces. Auchan doit dégager. Il y a un slogan, on l'a vu dans le sujet que vous avez montré, il y a un slogan « France dégage ». Oui, il faut savoir que des grands groupes comme Total, comme Eiffage et tout le reste, sont en train de se développer sur le continent. Et que 50 ans ou 60 ans après les indépendances, voir cette économie presque encore sous tutelle peut se prêter à deux lectures. Soit on rejoint la meute, on se dit, et là on est dans une certaine forme de panafricanisme dégénéré, mais qui recrute des admirateurs, voire des nervis, qui sont prêts à descendre dans la rue de manière générale. Soit on rejoint cette meute-là en disant, grosso modo, il faut en vouloir à la France, et puis s'inscrire dans un décolonialisme agressif d'accusation. Soit on prend une posture beaucoup plus froide et beaucoup plus lucide, en constatant qu'il y a une présence certes française, mais qui comble un vide. C'est parce que c'est l'absence des autres, en fait. Oui, c'est l'absence de l'Afrique et de la politique africaine. C'est tout à fait ça. Quand un État n'assure pas à ses jeunes, par exemple, une offre culturelle, quand ils ont envie de lire, quand ils ont envie de vivre des expériences, quand ils ont envie de débattre, leurs projets. Mais il ne peut pas reprocher à un autre pays d'offrir ça à ces jeunes. Donc il faut pouvoir analyser la faillite originelle qui peut expliquer ces vides qui sont comblés par autre chose. Moi, je ne porterai aucun jugement naturellement de valeur. Je ne m'estime ni l'arbitre des élégances de la querelle en cours actuellement. Mais il y a quelque chose de très très important, c'est que on ne pourra pas faire l'économie d'une introspection sur ce qui ne va pas, parce que c'est la condition de tout ce que l'on prétend combattre après. Oui, on en reviendra notamment sur l'aspect économique, l'aspect politique, au moment du débat. Mais j'ai une question pour rester sur le franc CFA. Ce fantasme de cette réserve d'or, qui est en France, que les pays africains pourraient récupérer, etc. Où est-ce qu'on en est de cette question? Est-ce que vous pouvez expliquer aux internautes ce que ça représente vraiment, ce que c'est, en quoi ça consiste? Oui, c'est qu'en contrepartie de la garantie de la parité fixe entre le franc CFA et l'euro, nos banques centrales de la zone franc doivent déposer au moins 50% des réserves de change auprès du Trésor français. Et ça représente combien? Ça dira pas grand-chose à nos internautes. On est autour de 15 000 milliards de francs CFA. Mais ce que ça veut dire... symboliquement, c'est que vous avez des banques centrales africaines qui sont indépendantes de leurs propres États, mais qui s'inféodent au ministère des Finances, pas la Banque centrale européenne, au ministère des Finances français, le Trésor, en contrepartie d'une garantie de la parité. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que 50 ans après les indépendances, nos États n'ont toujours pas la capacité d'assumer la gestion de leur monnaie et d'assurer leur propre garantie? Et si on voulait respecter le parallélisme des formes, pourquoi nos banques centrales ne signent pas des accords avec la Banque centrale européenne qui émet l'euro? Parce que ce n'est pas le Trésor français qui émet l'euro, c'est la Banque centrale européenne. Okay? Donc cette servitude que moi je qualifie de volontaire
pour moi, est une façon pour les dirigeants africains de s'assurer à peu de frais, via cette délégation de gestion, finalement leur incapacité à piloter le destin des économies. Parce qu'il faut voir que derrière le CFA, ce qui se joue, c'est quand même quelque chose de fondamental. C'est la souveraineté des États. Pour moi, les relations que nous avons avec le Trésor français, dans le cadre de la gestion du franc CFA, c'est simplement une sous-traitance de la souveraineté. Oui. Et donc là, c'est très grave parce qu'on brade la dignité d'un continent sur l'autel du maintien d'avantages personnels. C'est pour ça que je dis qu'au tribunal de l'histoire, il faudra à nos dirigeants de très bons avocats défenseurs. Oui, parce qu'ils seront comptables de ça. Ah oui. Mais alors, Monsieur Ngoupo, faut sortir du franc CFA, d'accord, c'est important. La question, c'est comment concrètement et techniquement, vous êtes économiste, comment on fait ça? Ça fait des siècles qu'on sait gérer une monnaie. Ouais. Mais comment en Afrique, concrètement, aujourd'hui, on fait pour sortir du franc CFA? Sans que ça s'effondre, évidemment. Non, bon, nous n'avons pas le temps. Ouais. Mais je peux vous dire qu'il y a au moins, si je m'en tiens à la nomenclature du Fonds monétaire international, il y a 8 régimes de change possibles. Les pays sans monnaie propre, comme les unions monétaires. Ensuite, ce qu'on appelle les currency boards, les régimes de caisse d'émission, comme entre Hong Kong et les États-Unis d'Amérique. Les régimes de change fixe, comme ce qu'on a à l'heure actuelle. Vous pouvez avoir aussi ce qu'on appelle des bandes de fluctuation. Ensuite, vous pouvez avoir des régimes de change flexibles. Ensuite, vous pouvez avoir des bandes flexibles. Ensuite, vous pouvez avoir ce qu'on appelle le flottement dirigé. Et enfin, 8e type, vous pouvez avoir ce qu'on appelle le flottement intégral. Donc, vous avez une palette de modalités de gestion de la monnaie. Nous savons faire. Ce n'est pas sorcier. C'est-à-dire que dans ces modèles-là, la zone franc CFA pourrait s'appuyer sur un des modèles. Mais bien sûr. Et ce ne sera pas l'effondrement. Parce que le problème, il n'est pas économique. Ah, voilà. En fait, ceux qui nous font des procès en faible crédibilité veulent nous ramener à des choses qui n'en sont pas. Yeah. Le problème, c'est la capacité de nos dirigeants à gérer le destin des nations. C'est ça. Sinon, techniquement, nous savons faire. Alors, très bien. Très bonne transition, justement, à la partie politique. C'est la question qui taraude la responsabilité, on en parlera parce que ça vous tient à cœur, des politiques et des intellectuels d'une manière générale. La question, c'est... dont on parle assez souvent, hein, une image un peu d'Épinal qui colle à la peau du continent, c'est la corruption des élites et de ses dirigeants. Un terme qui résume de façon emblématique cette question, ce sont les biens mal acquis. Je vous propose d'écouter un petit résumé de l'affaire pour comprendre un peu de quoi on parle dans ces affaires de biens mal acquis. Des camions de déménagement par dizaines. Il aura fallu plus d'1 semaine aux policiers pour vider l'hôtel du fils du président de Guinée équatoriale. Cette perquisition spectaculaire a marqué un tournant dans l'enquête sur les biens dits mal acquis. Un peu plus de 4 ans après le dépôt de plainte de 2 ONG en France, on entrait dans la phase concrète, les perquisitions. Depuis, l'immeuble de l'avenue Foch lui-même a été saisi. Si le dirigeant équato-guinéen était jusque-là dans le collimateur des enquêteurs, 2 autres dirigeants sont aussi visés par la plainte. Le président congolais Denis Sassou Nguesso et l'ancien président gabonais aujourd'hui décédé, Omar Bongo. C'est à l'héritage de ce dernier que s'intéressent les policiers français désormais. Il aurait possédé plus d'1 trentaine de biens immobiliers dans l'Hexagone. À Paris, comme cet appartement clairement identifié, et dans le sud de la France. Comme pour l'hôtel particulier du fils Obiang, les 2 juges parisiens cherchent à savoir si ces biens ont été achetés sur des fonds publics. Et l'enquête risque d'être longue, surtout son volet gabonais. Omar Bongo a dirigé son pays durant près de 42 ans et il entretenait des liens étroits avec le 3e mis en cause dans cette affaire, Denis Sassou Nguesso. Sa femme, Edith Bongo, était en effet la fille du président congolais.
Voilà, on a vu la corruption des élites, une image d'Épinal qui colle à l'Afrique et au continent africain. Votre ouvrage que j'ai là, Elgas, Un Dieu et des mœurs, publié chez Présence africaine et qui date de 2015, il me semble. Voilà, vous interrogez largement sur la question de la responsabilité finalement des Africains, des intellectuels, mais aussi des politiques. Quel regard portez-vous aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez expliquer aux internautes le regard que vous portez sur cette question des politiques africains, des responsables, des dirigeants? Oui, c'est la notion de responsabilité que je questionne dans le livre, en tout cas que j'essaie de développer, elle est beaucoup plus large. Elle n'incrimine pas les seuls politiques. Voilà, ce serait très simple de faire un tribunal populaire, d'attraire à la barre les politiques et puis de considérer une fois qu'on les condamne que le problème est réglé. Non. La notion de responsabilité, elle est beaucoup plus globale, c'est-à-dire à tous les pans de la société. C'est que le livre aborde le droit des femmes, les questions de progressisme, je veux dire, le droit des homosexuels et tout le reste. Et donc, ce sont des sujets, en fait, qui sont liés. Voilà. Il faut arriver à avoir une architecture globale des valeurs qui puissent permettre l'épanouissement de l'individu. Voilà. Comment on fait ça? Mais comment on fait ça? Bah, écoutez, si on avait la solution d'un coup de baguette magique, on ne serait pas là. Ce serait Allez, formidable. sortez votre baguette magique, dites aux internautes. Non, ce on qui fait est important, et là, je ferai un détour par la réponse qu'avait donnée Kako tout à l'heure, c'est-à-dire, admettons, le CFA est un des problèmes. Voilà. Mais le CFA n'est pas le seul problème. C'est-à-dire, même aujourd'hui, s'il y a une souveraineté monétaire, beaucoup de problématiques enracinées liées à la faiblesse de l'État, la défectuosité des institutions, au déficit élémentaire dans les domaines de la santé, de l'éducation et tout le reste, de l'énergie et tout le reste. Voilà, d'un coup de baguette magique, on ne pourrait pas tout simplement faire évoluer ces questions-là. Ce qu'on a vu dans le sujet, c'est la question du patrimonialisme. L'État est patrimonial en Afrique. L'État possède des biens. C'est-à-dire, c'est pourquoi c'est l'État est personnel. Là, en l'occurrence, on parlait des dirigeants qui se sont accaparés des biens. Donc l'État, c'est moi, en fait. C'est des petits Louis XIV Mais justement, c'est les caractéristiques de l'État patrimonial. Oui, absolument. C'est-à-dire, aujourd'hui, le premier employeur dans beaucoup de pays, c'est l'État. C'est l'État, oui. Voilà. L'État fait... en France, exactement. Donc les rétributions, les clientélismes, et Jean-François Bayard, à travers les titres de ses livres, en parle. L'État importé, je veux dire, qui ne parle pas à des gens dont les références, c'est un tissu de sacralité culturelle, parfois religieuse, qui constitue leur premier miroir identificatoire. C'est différent de l'État. Par exemple, c'est pourquoi moi, dans les livres, j'ai dit que l'État en Afrique, c'est une chose de nanti-lettré. Ça ne parle pas tout à fait à beaucoup de gens qui n'ont pas eu cette capacité à se sortir de leur pauvreté et de leur, de leur déficit d'éducation. Il n'y a pas assez de gens éduqués pour comprendre l'intérêt de la démocratie. Exactement, c'est très très important. Et ce qu'on voit là, ça a été étudié par un auteur qui est vraiment central, que les États africains devraient lire, en tout cas les gouvernants africains devraient lire beaucoup, c'est Jean-Paul Olivier de Sardan, qui a écrit quelque chose qui s'appelle « L'économie morale de la corruption ». L'économie morale de la corruption. C'est que la corruption est inféodée à des logiques de valorisation, de bienveillance dans la famille, dans la tribu, dans l'ethnie et au niveau même national que c'est difficile à désinstaller. Un cas pratique. Vous allez dans une famille où quelqu'un travaille. Il est le chef de clan, le chef de tribu, duquel dépend la prospérité et la vie d'énormément de gens. Voilà. On aura tendance dans ces tribus-là à être beaucoup plus clément avec lui quand il se prête à des malversations financières, tout simplement parce que par ruissellement, ce qu'il va voler ou piquer dans la caisse, ramener en quelque sorte, voilà, va essayer de profiter à tout le monde. Ouais. Donc voilà, et c'est pourquoi il faut essayer de comprendre les dynamiques par le bas, par les ancrages et les enracinements qui les expliquent. Et la notion de responsabilité, elle commence par ça. Au Sénégal, moi, j'ai traité de la question des enfants des rues. Qui est responsable? Quand on voit un gamin de 5 ans dans la rue jusqu'à 22 heures, sujet aux pires sévices de la rue, est-ce que l'État est responsable? Est-ce que la famille est responsable? Est-ce que la société est responsable? Voilà, la notion de responsabilité, elle est très, très importante. Elle va de pair avec la question des droits et des devoirs. Et on a tendance à les décorréler. Et ça, c'est
voilà, c'est pour l'instant, on est talons d'argile de toutes les politiques qu'on peut mettre en place au Sénégal. Alors, Monsieur Nubukpo, vous, pour continuer sur ce chemin-là des responsabilités, etc., vous avez été ministre du gouvernement togolais sous la direction de Faure Gnassingbé. Vous avez d'ailleurs travaillé sur cette espèce de plan d'émergence togolais. Qu'est-ce que vous répondez justement à ceux qui n'ont plus confiance, tout simplement, aux élites africaines et politiques en particulier? Oui, moi j'ai piloté la vision Togo 2030. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut attendre raisonnablement du Togo dans les 15 prochaines années. Et ce que nous avons assumé d'emblée comme élément paradigmatique, c'est que le Togo est un système. Et nous avions fait, mon équipe et moi, on avait fait 4 sous-systèmes qui étaient en dialogue permanent. C'est-à-dire tout ce qui est culture, tout ce qui est gouvernance et politique, tout ce qui est économie et technologie et tout ce qui est développement humain durable. Et notre hypothèse, c'est qu'on ne peut pas comprendre la dynamique intrinsèque d'un pays si on n'analyse pas les sous-systèmes qui permettent au système pays de fonctionner. Or, le constat général et qui dépasse le Togo, et je suis d'accord avec Elias dans son analyse, c'est que vous avez un poids disproportionné de la contrainte externe. C'est-à-dire que nos pays sont gouvernés par rapport au reste du monde, pas par rapport aux populations. C'est-à-dire, on vous dit, il y a une mission du FMI qui arrive, tout le monde, branle-bas de combat. OK ? Ouais. Alors que ce n'est pas le FMI qui vote, jusqu'à preuve du contraire. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'on est dans les pays, du fait de la faible légitimité des dirigeants, la contrainte externe domine de très loin la contrainte interne. Ce qui fait que nous rendons compte à ceux qui sont dans la doxa internationale, aux grandes institutions, ce qui nous donne la crédibilité. Et nous utilisons cette crédibilité acquise à l'extérieur comme élément de légitimation interne. C'est ce que j'explique dans un ouvrage paru fin 2011 intitulé « L'improvisation économique en Afrique de l'Ouest », dans lequel j'expliquais que nos dirigeants sont dans l'improvisation permanente parce qu'ils ne nous rendent pas compte. Et donc, nous, citoyens, nous percevons leur action comme étant totalement aléatoires. Mais ces actions ne sont pas aléatoires. Elles ont une intelligibilité, mais vis-à-vis de ceux vis-à-vis desquels ils rendent compte, qui ne sont pas les populations. Et donc, tant qu'on va sous-estimer le poids disproportionné de la contrainte externe sur la contrainte interne, on va se retrouver à jeter en pâture des dirigeants qui ne sont que des produits d'une histoire de la dépendance et de la prédation. Il n'y a pas de corrompus sans corrupteurs. On nous parle des corrompus, pourquoi on ne nous parle jamais des corrupteurs? Ils sont où les corrupteurs? Les matières premières africaines, qui les achète? Oui, bon, là, c'était plus la question sur la responsabilité. Non, mais c'est important. C'est des questions qui se rejoignent. Donc, sur le constat de l'existence d'une forme d'oligopole, on peut d'ailleurs étendre le spectre de l'oligopole au Sénégal, entre les gouvernants, les magnats qui font fortune dans les affaires, et puis, voilà, là, pour le coup, aussi, des dignitaires religieux. Il y a d'une certaine manière, une entente, je veux dire, qui tient à distance raisonnable la population qui ne peut pas opposer un droit de publicisation de l'information, tout simplement. On est dans un statu quo. Mais pour revenir à la question de la responsabilité, pour encore aller plus loin, on a vu que la Méditerranée est le cimetière du rêve de beaucoup de jeunes Africains. Ah bah justement. C'est une question très très importante. Absolument. Alors qu'en France, des intellectuels africains d'ailleurs ont écrit un livre, Osons la fraternité, voilà, pour parler de ça, mais qu'ils adressent aux gouvernants français. C'est que le devoir d'hospitalité, il ne peut pas se substituer au devoir de responsabilité. C'est-à-dire, les États africains ont brillé totalement par leur absence. On n'a attendu aucun président africain
prendre à bras-le-corps le problème. Aucun s'indigner. Alors, aussi, Issoufou, le président... Oui, Issoufou, mais je veux dire... Parlé, hein, sur ce, mais ça se fait vraiment in petto. Oui. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est pourquoi on dit responsabilité. Moi, j'ai tendance à être clément avec les hommes politiques. Les hommes politiques, ils ne sont pas que des corrompus. Ça, c'est une forme de réflexe assez général pour les disqualifier. Mais qu'on parle des intellectuels africains de manière générale. Oui, vous êtes beaucoup plus dur sur les intellectuels africains. Oui, parce que je pense que quand on produit des concepts, quand on réfléchit à un pays, il faut pouvoir avoir une grille d'analyse très très claire, qui soit basée sur les faits, sur le réel. Et il y a une certaine forme d'émission devant le réel pour projeter les combats dans quelque chose de l'ordre uniquement du symbolique, et puis d'ailleurs à l'extérieur du continent. Ouais. Moi, j'aimerais que beaucoup d'intellectuels africains prennent l'initiative d'écrire un livre, pas pour répondre à Sarkozy, pas pour écrire « Osons la fraternité » destiné à Macron ou à Angela Merkel ou à Matteo Salvini. J'ai envie qu'ils écrivent à Macky Sall. J'ai envie qu'ils écrivent à Ouattara. J'ai envie qu'ils écrivent à Sassou Nguesso. J'ai envie qu'ils écrivent aux présidents africains en leur disant, voilà. C'est-à-dire, notre grand problème, et je m'inclus dans le lot, c'est-à-dire les gens qui écrivent, les intellectuels qui produisent dans le continent ne sont pas entendus des Africains. Ça, c'est le grand drame. C'est-à-dire, nous avons encore un espace de négociation et un espace de recours qui reste la diaspora, et nous participons à la distorsion de la perception que Joseph Tonda analyse très bien, qu'il appelle l'afrodystopie. C'est très, très important de revenir sur... La responsabilité, elle est vaste. Et pour parler de responsabilité, il faut qu'il y ait un exercice de responsabilité. Quand l'État faillit à protéger les citoyens, il faut qu'on puisse, à travers l'État à la barre, qu'il y ait des redditions de comptes. Mais on ne le voit pas dans les pays africains. Oui, on avait dit, ça rejoint la discussion plus tôt, les gens ne sont peut-être pas capables finalement d'appeler à la barre. Le peuple finalement, est-ce qu'on tire sur une ambulance là c'est une question... Non, ce que Elias dit, c'est fondamental. Moi, je vous donne l'exemple de la vision Togo 2030. Quand nous l'avons transformée en ouvrage, nous avons tenu à ce que ce soit une maison d'édition togolaise qui l'édite, que ce soit au Togo qu'on lance l'ouvrage et que les débats aient lieu au Togo. C'est vrai que c'est trop facile de s'extérioriser et de critiquer. Après, il ne faut pas être naïf, d'un pays à l'autre, le champ des libertés n'est pas le même. Oui, absolument. C'est vrai qu'il y a des pays dans lesquels c'est difficile de faire de la contestation, mais ce que dit Elias... impossible. Oui, mais ce que dit Elias... Quelle est la situation au Togo, d'ailleurs? Au Togo, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Dis donc, les manifestations récentes... Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, l'ouvrage que j'ai piloté, intitulé L'envol de l'épervier, le défi de l'émergence togolaise, vous n'avez pas eu de problème avec 19 auteurs et 15 chapitres, avec des choses tout à fait disruptives, mais que nous assumons complètement. Oui, mais vous avez été ministre, donc c'est peut-être plus facile pour vous non, je suis pas sûr. Publier. Non, je ne suis pas sûr. Justement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les opposants togolais n'ont pas peut-être la même latitude que vous. Non, je ne suis pas sûr que le fait d'avoir été ministre offre plus de champ. Parce que la critique interne est beaucoup plus délicate que la critique externe. Oui. Parce que dans la critique interne, ce qui compte, c'est que vous montrez d'abord que vous êtes de bonne foi, que votre engagement, c'est pour l'intérêt général, la défense de l'intérêt général, et que vous êtes tout aussi légitime que les autres pour participer au développement de votre pays. Oui. Et c'est ça. Et c'est là que ça se joue. Oui. Après, si vous pensez tous la même chose, c'est que vous ne pensez pas. Oui. Oui, absolument. J'ai à vous dire qu'effectivement, on n'épuisera pas tous les sujets. Je vous avais dit que cette émission a été extrêmement ambitieuse et qu'on la voulait... on a, grâce à nos deux invités, puis aller au fond des choses sur l'aspect économique, on a, et tout autant sur l'aspect
politique, on a Nimut Élysée qui nous dit qu'il ne faut pas oublier que c'est le peuple qui choisit son dirigeant et donc qui donne du crédit à ses dirigeants. Donc finalement, c'est la responsabilité aussi du citoyen africain, quel qu'il soit. Il doit lui aussi ne pas se défausser, dirons-nous, et pouvoir répondre de ces questions quand il en a la capacité, évidemment. Hein, parce que ceux qui n'en ont pas la capacité, je pense que c'est pas... Alors, juste, je me permets, j'entends très bien, j'ai introduit cette question de la capacité, du pouvoir de lire déjà et de comprendre pour pouvoir opposer un avis, c'est très très important. Mais sur la question de la responsabilité, vous voyez assez peu d'intellectuels africains en frontale opposition avec des pouvoirs qui sont connus pour leur malversation et tout le reste. Je veux dire, c'est très très important. C'est-à-dire... Pourquoi ? Parce qu'ils sont... Quelle est c'est une paresse, c'est de la soumission, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui empêche ? C'est pas uniquement de la paresse et de la soumission, ce serait assez facile à lire, mais l'établissement d'un mandarinat, en quelque sorte, intellectuel et politique, bon, c'est pas uniquement en Afrique, hein, c'est à peu près partout. Il y a des accointances, il y a des réseaux, il y a des gens qui s'entendent et tout le reste. Et on peut pas émettre d'ailleurs de jugement de valeur sans être inélégant, mais c'est quelque chose que la science sociale, en tout cas, peut essayer de comprendre. Voilà, quand je dis en fait cela, c'est parce que, je pense, depuis 50 ans, 60 ans, c'est un refrain d'ailleurs qui nous occupe à plein temps, c'est que est-ce qu'on a fait une suffisante exégèse et un inventaire suffisant, je veux dire, de tous les concepts qui ont dominé. On parle de néocolonialisme très très souvent, mais qu'est-ce qu'on fait du décolonialisme ? C'est-à-dire, si aujourd'hui l'IFAN, l'Institut fondamental d'Afrique noire, hérité des travaux formidables de Cheikh Anta Diop. L'IFAN au Sénégal fait une étude en disant que 75% des jeunes Sénégalais ont envie de quitter leur pays. Je veux dire. D'ailleurs, chiffre qu'on peut corriger à la hausse. Je veux dire, parce qu'il y a des marges qui n'ont pas été prises en compte dans le résultat définitif. Il faut bien qu'il y ait des responsables. Pourquoi, après tout ce qu'on a fait avec le décolonialisme, la seule envie des jeunes Africains, c'est de quitter leur continent. C'est qu'il y a des échecs de partout. Et cette vulgate-là, cette grille d'analyse, simplement décoloniale de tout, dans un monde qui se globalise, dans un monde où 15% du PIB est donné par des gens qui sont hors du continent, où il y a des flux migratoires et tout le reste, toute tentative de particularisation de l'Afrique, et voilà, de tentative de l'extraire en fait du commun du monde, nous conduit dans des entités assez fractionnées, minimalistes, qui ne pourront pas régler les questions auxquelles nous ferons face. Absolument. Alors, malheureusement, c'est là que se termine notre émission. On vous remercie et j'en profite pour évidemment citer encore vos ouvrages. Celui d'Elgas Ella, Carnet d'un voyage au Sénégal. Elgas, un dieu et des mœurs aux éditions Présence africaine. Formidable ouvrage, hein, s'il en est. Retour au pays natal, on va dire. De truculent, vif, intelligent. Lisez-le, c'est vraiment formidable. Le livre sur la monnaie et sur le franc CFA, Sortir l'Afrique de la servitude monétaire, à qui profite le franc CFA, donc dirigé entre autres par Kako Nubukpo, qu'on remercie. Évidemment, j'en profite pour vous dire que relisez, si vous ne l'avez pas lu, ou lisez L'Afrique noire est mal partie de René Dumont, qui n'a pas pris une ride, 50 ans plus tard. Bon, alors mon ouvrage est un peu écorné, mais rassurez-vous, il y a une édition restaurée, l'Afrique, avec d'autres commentaires et des préfaces. Je voulais aussi profiter pour vous dire que cet ouvrage m'a aussi aidé à préparer cette émission. Sylvie Brunel, L'Afrique est-elle si bien partie, aux éditions Sciences Humaines, qui est là, qui est vraiment formidable. Et puis, si vous êtes un afrotopiste, ou en tout cas, si cela vous intéresse, sachez que Felwine Sarr, qui est aussi un économiste, un intellectuel sénégalais, qui a écrit Afrotopia aux éditions Philippe Ray. Donc, n'hésitez pas, c'est très intéressant. Et puis, il y en a d'autres, mais vous ferez votre marché. J'en profite pour remercier ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Charlotte Wang, Sinatou
Saka, Yann Bourdelas qui était là à la réalisation. Évidemment, je remercie tous les internautes, tous ceux qui nous ont rejoints. On n'a pas pris toutes les questions. Je sais que vous étiez nombreux. On vous remercie. On espère. Soumettez-nous d'autres titres de questions et d'émissions que vous avez envie qu'on fasse pour vous sur cette plateforme. Voilà, la grande palabre. J'étais ravie de faire ça pour vous. Donc, à très vite. On se dit à très bientôt. Merci aux invités. Elga Sekako, merci d'être venu. Merci, au revoir.